Bienvenue à notre nouvel invité, Nicolas Constant, qui est ingénieur conseil à Sudvin Bio. On va parler avec lui de la protection de la plante contre les maladies. Et commencer, Nicolas, avec vous sur la réglementation en 2019, le temps que l'ordinateur se relance. Nicolas, prenez le micro. Bonjour et bienvenue. Je prends le bon micro. Qu'est-ce que dit cette réglementation ? Alors, qu'est-ce que dit la réglementation ? Effectivement. Donc, souvent, quand on parle protection des plantes, le premier réflexe, c'est qu'on prend ce produit. La réglementation bio a une approche un peu différente, c'est-à-dire que, alors je ne vais pas vous bassiner pendant toute la matinée sur la réglementation, mais il y a deux points qui me semblent importants. Si on regarde donc, le règlement 834-2007, donc, qui régit l'agriculture biologique au niveau européen, l'article 12 précise bien que la prévention des dégâts occasionnés par les maladies et les insectes, les ravageurs et les maladies, repose avant tout sur la protection des prédateurs naturels, le choix d'espèces et de variétés, donc sous-entendu tolérantes ou résistantes aux maladies, sur la rotation des cultures, les techniques culturales et les procédés thermiques. Donc là, en aucun cas, dans cette approche-là, on évoque les produits. Donc là, malheureusement, en 10 minutes de temps, je n'ai pas le temps de développer comment on peut mettre ça en avant en viticulture, mais il y a quand même des points importants à prendre en compte. Le deuxième article que je voulais évoquer, c'est toujours dans le règlement, donc là c'est le règlement 889-2008, donc le règlement d'application toujours qui régit l'agriculture biologique. L'article 5 précise bien que lorsque les mesures prévues à l'article 12, donc ce que je viens d'évoquer, ne sont pas suffisantes, parce que malheureusement c'est souvent le cas, on a quand même nécessité d'utiliser des produits en bio. Donc d'abord on met en œuvre les mesures prophylactiques, si ça ne suffit pas, on peut avoir recours à certains produits, et là c'est là que va reposer la principale partie de mon intervention. Je vais détailler les produits qu'on peut utiliser. Donc les produits, c'est une liste positive, donc c'est-à-dire que tous les produits qui sont mentionnés dans cette liste peuvent être utilisés. Et inversement, si un produit, aussi naturel soit-il, n'est pas mentionné dans cette annexe, il ne peut pas être utilisé en bio. Donc les principales substances actives que l'on peut utiliser en bio, donc j'ai décliné maladie par maladie. Donc sur le mildiou, bien évidemment, la principale substance active, c'est le cuivre. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il y a de très nombreuses spécialités commerciales. On a beaucoup parlé hier après-midi ici avec On Patrick, en a beaucoup justement. parlé, Ouais. et je pense que dans les mois à venir, on va encore en parler beaucoup. C'est un sujet, bien évidemment, extrêmement important pour la filière. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas la seule matière active qu'on peut utiliser en bio. Il y a également les huiles essentielles d'orange douce, Cérévisane et le Kosoga. Donc Cérévisane et Kosoga sont deux nouvelles substances actives qui viennent d'être mises sur le marché. Ce sont des stimulateurs de défense naturelle. Par contre, j'attire votre attention sur les huiles essentielles, la Cérévisane et le Kosoga sont des substances actives qui ne sont la plupart du temps pas suffisantes quand elles sont utilisées seules. C'est souvent en association, soit directement dans la cuve, soit en alternance avec le cuivre, bien évidemment. Actuellement, on ne peut pas se passer du cuivre pour protéger le mildiou contre la vigne en bio, sinon ça se saurait. Sur l'oïdium, c'est un peu la même histoire, c'est-à-dire qu'on a une molécule, le soufre en l'occurrence, qui est largement dominante dans la protection contre l'oïdium, mais là encore, c'est pas la seule. Donc là, depuis ces dernières années, on a eu plusieurs molécules qui ont été autorisées. Là encore, pareil, c'est souvent des molécules qui viennent renforcer les stratégies oïdium, qui ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. Il faut quand même toujours utiliser le soufre. Sur le black rot, donc formellement, actuellement, on n'a pas de produit homologué, on n'a pas de substance active qui soit autorisée d'un côté en bio, qu'il y ait une homologation pour cet usage. Bon, il y a des produits en cours d'homologation, les firmes travaillent sur le sujet. On sait, il y a notamment les chambres d'agriculture qui, ces dernières années, et l'IAV qui ont mis en place des essais, qui ont confirmé que le cuivre et le soufre avaient des efficacités qui étaient très largement, très significatives. Sur le botrytis, bon, je détaille pas. En Occitanie, c'est pas une maladie majeure. Là aussi, il y a plusieurs substances actives qui sont autorisées. Sur les ravageurs, donc sur les tordeuses, on a plusieurs solutions, dont une qui est en train de monter en puissance, c'est la confusion sexuelle. Notamment en région Occitanie, on a quand même de plus en plus de surfaces qui sont protégées contre les tordeuses grâce à cette technique. Sinon, il y a deux substances actives, le Bacillus thuringiensis et le spinosade, qui présentent des efficacités très intéressantes, par contre qui nécessitent des positionnements extrêmement précis.
Cicadelle, la flavescence dorée, donc comme l'a évoqué Patrick en introduction, la flavescence est une maladie qui est extrêmement problématique dans nos vignobles. Donc la gestion de la cicadelle repose exclusivement sur des applications de pyrètres naturels. Donc là, c'est pareil, j'ai pas le temps de m'étendre sur le sujet. Depuis 2017, les huiles essentielles d'orange douce ont une homologation sur cicadelle. Par contre, avec des efficacités qui ne sont pas suffisantes sur la cicadelle de la flavescence dorée. Et le ministère de l'Agriculture interdit l'utilisation de ces produits dans le cadre des traitements obligatoires. Je passe vite, je pourrais répondre aux questions ultérieurement s'il y en a. Cicadelle verte, la protection en bio peut reposer sur l'utilisation de kaolin ou d'huile essentielle d'orange douce. Quelques précisions aussi sur la nature des produits. Donc là, toutes les molécules que je vous ai présentées sont des produits qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché qu'on appelle communément homologation. Par contre, depuis quelques temps, arrivent sur le marché également des nouveaux produits qu'on appelle substances de base. Donc ça, c'est la catégorie substances de base existe dans les textes réglementaires depuis 2009. Par contre, elles ont mis un peu de temps à arriver sur le marché et on commence à avoir quelques produits qui sont à base de ces substances. Donc une substance de base, en gros, c'est des produits qui sont d'origine naturelle, qui sont officiellement pas des produits phytosanitaires. Donc leur principale utilisation, c'est pas d'être des produits phytosanitaires, mais qui peuvent avoir un effet secondaire significatif. Donc je prends quelques exemples. Donc là, j'ai pris un extrait du site internet de l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, qui a beaucoup travaillé sur ces substances. Et donc là, ils ont fait une fiche spécifique sur la filière viticole. Donc là, je vous donne quelques exemples des produits substances de base qui sont autorisés pour la filière viticole. Donc je prends quelques exemples. On peut retrouver, je ne sais pas si le pointeur fonctionne. Donc on retrouve des substances comme le vinaigre, le fructose ou le petit lait. Donc bien évidemment, leur principale utilisation, c'est pas d'être des produits de protection des plantes, mais des études ont prouvé qu'il y avait une certaine efficacité de ces produits, donc qui sont utilisables en tant que substance de base. Et alors chaque substance de base est associée à un usage en particulier. Donc désolé, on a un peu de mal à les repérer là sur l'écran. C'est pas terrible, je vous l'accorde. Donc vous le verrez mieux parce que donc le PowerPoint sera en ligne sur le site internet de Millésime Bio. Vous aurez tout le loisir de regarder plus précisément. Voilà, c'est juste par exemple pour préciser que une substance de base, on peut pas en faire n'importe quoi. Il y a un usage précis qui lui est associé. Si je prends par exemple les extraits de sol, donc le salix, les usages sont reconnus pour avoir une efficacité sur le mildiou, par exemple. Pour plus de détails, de toute façon, vous avez des fiches qui sont très, très précises sur le site de l'ITAB. Voilà, donc ces fiches se présentent comme ça et vous avez par substance de base les utilisations que l'on peut en faire en agriculture. Autre catégorie de produits aussi dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est les produits de biocontrôle. Donc ça, c'est une liste officielle qui est éditée par le ministère de l'Agriculture. Donc dans le mot biocontrôle, on a le mot bio, mais c'est pas pour autant que tous les produits de biocontrôle sont autorisés en bio. Donc soyez vigilants par rapport à ce genre de choses. Donc là aussi, je m'appuie sur des travaux qui sont faits, donc en l'occurrence là par l'IFV. Donc sur le site internet, donc vous avez l'adresse, vous avez des fiches qui sont très bien faites par l'Institut français de la vigne et du vin, et là aussi qui vous détaillent les produits de biocontrôle qui peuvent être utilisés en viticulture. Donc là, j'ai fait un zoom par exemple sur le mildiou. Dans la dernière colonne, vous voyez que certains produits sont précisés AB, donc ils peuvent être utilisés en bio, mais c'est pas le cas, loin de là, de tous les produits de biocontrôle. Donc bon, alors ça c'est une version de 2018. Depuis, il y a d'autres qui n'est pas forcément à jour. Depuis, il y a d'autres substances biocontrôle qui sont autorisées en bio, notamment le Kosoga ou le Cerivisane. Nicolas Constant, est-ce que justement la réglementation évolue beaucoup d'une année sur l'autre? Alors d'une année sur l'autre,
Pas forcément, mais elle évolue régulièrement. Parce qu'il y a quand même derrière, hein, bien évidemment, la réglementation, il y a tout des textes législatifs qui mettent un peu de temps à être votés et à entrer en application. Donc il y a toujours un certain délai, mais la réglementation bio évolue régulièrement, ce qui permet à de nouveaux produits d'être autorisés au fur et à mesure. Donc il faut rester à l'affût. Il faut rester à l'affût. Voilà. Effectivement. Quelques caractéristiques générales des produits qu'on utilise en bio. Donc, tous les produits, par définition, sont d'origine naturelle. Pour info, donc il y a plus de 80% des substances actives qui sont autorisées en bio, qui sont des produits de biocontrôle, mais ça veut dire qu'il y a quand même 20% qui ne le sont pas. Petite parenthèse aussi, dans aucune spécialité aucune substance active n'est reconnue comme étant CMR. CMR, c'est des produits qui sont potentiellement cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc on n'a aucun produit qui soit de cette nature en bio. Et puis on n'a pas de problème non plus de résistance par rapport aux maladies ou aux ravageurs. Et par contre, ce sont que des produits de contact. Du coup, ça nécessite d'adapter ces stratégies par rapport à ce qu'on peut faire en conventionnel, où parfois on a des produits qui pénètrent dans les plantes ou qui sont systémiques, donc qui véhiculent dans la plante. Là, on n'a que des produits de contact, donc il faut je vais te donner 2-3 informations clés sur les stratégies à mettre en œuvre. Et comme le rappelait Patrick tout à l'heure, en bio, on n'a que des produits préventifs, donc il faut toujours être dans l'anticipation. Voilà, le maître mot des réussites des stratégies de protection des plantes en bio, c'est de vraiment anticiper. Alors, la notion d'anticipation peut se voir à 2 niveaux. C'est en cours de saison, anticiper les épisodes contaminateurs, donc notamment contre le mildiou, il est indispensable de traiter avant la pluie. Donc, pour ça, il faut suivre les prévisions météo pour savoir quand est-ce qu'il va pleuvoir et être réactif, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure d'avoir le matériel de pulvérisation, le personnel disponible pour pouvoir intervenir avant les pluies. Également, il faut, quand on parle d'anticipation, c'est plus en amont, anticiper l'organisation de travail. Quand on a un projet de conversion, il faut se mettre en ordre de marche pour pouvoir faire face à des millésimes compliqués. Par exemple, si on pense à ceux qui se sont convertis en 2018, dès leur première année de conversion, il fallait qu'ils soient en mesure d'avoir le personnel nécessaire et le matériel de pulvé pour pouvoir intervenir très régulièrement. Et autre point important aussi, c'est d'assurer la portance des vignes. Comme on est sur des produits de contact qui sont lessivés, il faut pouvoir intervenir rapidement après les pluies, donc mettre en œuvre, en fonction des terroirs, du type de sol, pouvoir intervenir rapidement. Autre point important, bien évidemment, ce sont les observations. Donc il faut se tenir informé de la pression locale de la maladie. L'échange avec les voisins, donc ça vaut pour le choix du matériel intercept, mais aussi savoir un peu en termes de pression maladie ce qu'il y a. Bien évidemment, vous avez des outils, notamment le BSV, le bulletin de santé du végétal, qui sont après aussi relayés dans les bulletins phytosanitaires départementaux, qui sont des outils précieux pour connaître la pression parasitaire locale. Et puis les conseillers techniques locaux ont aussi une bonne source d'information. Après, c'est très important aussi, par rapport au traitement insecticide, de bien observer les stades de développement des ravageurs pour positionner, donc ça c'est en particulier vrai pour les traitements contre les tordeuses de la grappe, pour positionner les produits par rapport au stade optimal. En résumé, donc la lutte contre les maladies et les ravageurs en bio repose sur déjà la mise en œuvre de mesures pour limiter la sensibilité des parcelles, anticiper l'organisation de travail et les risques de contamination. Et après, la clé de la réussite, c'est mettre le bon produit au bon moment et au bon endroit. Donc pour le bon endroit, c'est tout le volet qualité de pulvérisation que Julien et Eric vont développer par la suite, qui sont fondamentaux en viticulture, mais en particulier en bio. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Merci de votre attention. Un mot juste on peut le remercier, Nicolas Constant. On a écouté ces paramètres-là qui sont importants. Avant peut-être d'écouter une réaction de Patrick Guiraud, on voit que lorsqu'on est en bio, en culture, il faut être extrêmement présent dans la vigne, avoir un œil et c'est un regard de tous les jours, au quotidien. C'est ce dont on s'aperçoit quand on discute avec les viticulteurs qui passent en bio. C'est au bout de quelques temps, c'est l'un de leurs premiers témoignages, c'est de dire effectivement on se réapproprie plus le métier de vigneron, on est plus présent dans les vignes pour la protection, mais également pour l'entretien du sol. Effectivement, il faut être plus. Et pour être efficace également sur le côté préventif que vous évoquiez. Et bien sûr, oui, tout à fait. Patrick Guiraud, peut-être une réaction par rapport à ce qui a été développé il y a un instant ?
Oui, le phénomène important aussi, bon, juste pour spécifier, Nicolas a évoqué tous les produits homologués, hein. Je vous invite fortement à vous rapprocher des techniciens comme Nicolas ou l'IFV pour avoir disons, des expériences qu'on a eues sur l'efficacité de ces produits-là. Ça, c'est une énumération non exhaustive de tous les produits qui existent, qui sont homologués au niveau européen, hein, au niveau national. Donc après, à vous de faire des démarches auprès des institutionnels pour avoir les références sur l'efficacité des produits, hein. Aujourd'hui, c'est quand même important, et c'est comme le choix mécanique au niveau des intercepts. Des produits, il y en a une multitude, et les efficacités sont tout autant relatives. Donc on voit fleurir de plus en plus d'homologations, parce que c'est un marché qui est quand même relativement porteur, la bio. Mais il faut être très précis et avoir un peu de référence sur les utilisations de produits. Les produits miracles, ça n'existe pas forcément, ça se saurait. Bon, il faut être très vigilant, et comme disait Nicolas, et ça c'est la priorité, il faut toujours anticiper. Donc effectivement, les gens qui vont se convertir, il faut que déjà ils aient fait une audit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille sur ce phénomène-là, hein, à travers Sud20 Bio, à travers nos adhérents, pour faire une audit avant la conversion et voir si le matériel nécessaire est en place, si l'organisation au niveau humain est en place, pour ne pas être surpris dès la première année. Effectivement, c'est vraiment important. Si vous avez l'habitude de travailler avec des produits systémiques, que l'appareil soit hyper performant ou moyennement performant, ça ne se ressent pas immédiatement. Si vous passez en bio, c'est instantané, quoi. La récolte sera divisée par 2, quoi. Donc tout ça, c'est des phénomènes de prévention, et on a aujourd'hui la chance, hein, par rapport aux précurseurs il y a 30 ans en arrière, d'avoir des organisations pour pouvoir répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à aller vous informer. On l'évoquait avec Gilles, la problématique, c'est qu'en interne, tout le monde a de l'information au niveau technique. Il faut arriver à la trouver ensuite, mais et après, arriver à la faire, à la communiquer. Le but, c'est que nous, les producteurs, on puisse y avoir accès, et on n'a pas toujours cette information-là. Donc, on est en train de s'organiser pour communiquer sur la presse, sur la presse grand public, parce qu'effectivement, on lit tous la presse grand public, pour aller chercher de l'information sur des presses beaucoup plus spécialisées, qui vous donneront toutes les solutions pour pouvoir faire face à ce beau métier qui est la viticulture biologique. Merci Patrick. Un mot peut-être, Nicolas, avant de partir. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qu'il a évoqué? On rappelle quand même que ces données que vous avez évoquées il y a quelques instants sont disponibles sur le site de Millésime Bio, hein. Oui, alors toutes les interventions que vous voyez ce matin sont effectivement disponibles sur le site Millésime Bio. Après, au niveau de Sud20 Bio, on a également une page spécifique dédiée au conseil, donc sur laquelle vous retrouvez un certain nombre d'informations. Et je fais une petite publicité aussi il y a une conférence organisée par la Chambre régionale d'agriculture le 11 avril, spécifique sur la flavescence dorée, donc 3 heures de conférence pour entrer vraiment dans le fond du sujet. Ici à Montpellier, à Supagro, Montpellier Supagro. Et donc là, vous aurez toutes les informations sur cette maladie très problématique.